Vous êtes dans la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Nous continuons de parler du Togo. On va aborder maintenant le sujet de la décentralisation avec cette question. Qu'est-ce qu'il faut attendre des maires? Les 117 sont désormais connus avec leurs différents adjoints et ce sont eux qui vont diriger les communes du Togo. Pour la première fois, les Togolais, depuis 32 ans, font l'expérience de représentants locaux élus. Que doivent-ils en attendre et que ne peuvent-ils pas attendre de ces personnes? Eh bien, nous posons la question ce jour à notre invité, M. Irénée Napo. Bonsoir. Bonjour, mon cher ami Samuel. Vous êtes expert en décentralisation. Heureux de vous accueillir sur le plateau. Merci, mon cher frère. C'est encore pour nous une joie de partager notre modeste savoir dans le domaine de la décentralisation avec vous. Et je rappelle que vous êtes également conseiller élu dans la commune de Bassar 1. Ouais, et pour la première fois, les écologistes ont essayé de mettre tous leurs efforts pour avoir ce siège au niveau de la commune de Bassar 1. Nous étions dans la commune de Bassar 1 et dans le Vaud 1. Bon, malheureusement, au niveau de Vaud 1, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir un siège. Donc, au niveau de la commune de Bassar 1, à ma modeste personne, pendant les 6 ans, c'est moi qui vais représenter les écologistes au sein de la commune de Bassar 1. Alors, quand vous parlez d'écologistes, moi, je voudrais, avant qu'on entre dans le sujet même du jour, en lien avec l'actualité internationale qu'on voit, l'écologie a le vent en poupe aujourd'hui. Vous avez vu les élections européennes d'il y a quelques semaines. Le parti écologiste a fait un très bon score. Chez nous, est-ce que ces genres de questions ne sont pas encore comprises? Et pour la petite histoire, j'étais avec 2 directeurs généraux dont je tais les noms ici. Quand un des directeurs a dit à son second, voilà, c'est un petit frère, c'est un ami, mais depuis un temps, il s'est lancé dans l'écologie. Le second directeur général a rétorqué en disant, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie? Quand on parle de l'écologie, c'est en Europe. Mais vous amenez ça en Afrique ici, qui peut vous comprendre? Donc voilà déjà des hauts cadres, des intellectuels qui ont de la difficulté même à cerner le concept écologie. À plus forte raison, la grande masse. Donc c'est ça qui fait, lorsque nous faisons passer notre message, c'est difficile à percer. Les Occidentaux sont partis très tôt, puisque le mot écologie date depuis les années 1884. Ça fait loin là. Ça fait loin, par un Allemand qui a soutenu sur sa thèse partant de l'écologie. Et après, le relais est venu en France. Et je suis fier que vous releviez que l'écologie au niveau de l'Europe prend de l'ascendance. Effectivement, il constitue aujourd'hui la 3e force. Et nous nous disons que doucement en Afrique, nous essaierons également d'emboîter les pas. Aujourd'hui, les écologistes siègent au Parlement rwandais. Et nos collègues écologistes, le docteur Franck Habineza, ils sont 2, ils siègent. Nous avons commencé avec la base. Nous espérons que d'autres pays, partis verts, emboîteront nos pas. Donc, vous voyez. Vous ne vous sentez pas quand même dans un environnement où vous n'êtes pas compris, vous êtes seul? Si déjà le terme même est difficilement compréhensible pour des gens. Et toujours pour la petite histoire, lors des élections locales, d'abord les législatives, nous sommes allés. Et quand nous passons le message comme quoi il faut planter les arbres et ne pas couper, nous sommes arrivés dans une localité, la question suivante a été posée. Mais vous dites de ne pas couper les arbres et vous mangez ou vous ne mangez pas. Si on ne coupe pas les arbres, comment on doit faire pour faire le feu afin de faire la cuisson pour que vous mangiez? On dit non. Couper, cependant, sachez couper. Quand on coupe un, il faut planter au moins 5 et l'entretenir ou les entretenir. Donc voilà, difficilement ils perçoivent. Mais lorsque nous déclinons, on a annoncé que nous arrivons, pourquoi vous n'avez pas mis les fauteuils et chaises au soleil?
et que vous avez opté mettre ces fauteuils et chaises sous des arbres. Ils disaient, ils veulent de l'ombrage. On dit, voilà le sens de l'écologie. C'est la recherche de l'ombrage. Planter un arbre, ça vous donne des fruits. Oui. Planter un arbre, ça vous donne de l'oxygène, ça vous donne de la pluie. C'est lorsque nous commençons par décliner ces différents avantages qu'ils prennent conscience. On dit, mais le réchauffement climatique, il n'a pas de frontières. Tout le monde l'Afrique en paye le lourd tribut. Donc, alors c'est difficilement, vous savez, les Occidentaux aujourd'hui, qui constituent la troisième force au niveau de l'écologie, ça a été aussi comme ça. Ça a été difficilement construit. Et au fur et à mesure, les populations ont intégré. Nous étions en Suède en 2014. Ils nous ont relaté cela. Là, quand vous voyez chaque forêt est concordante à une génération. Et une forêt doit avoir un minimum de 75 ans avant d'être coupée. Et nous étions fiers le jour-là de voir ceux qui étaient nos guides nous dire, voilà, nous nous référons par rapport à cette forêt-là. Donc les générations de 75 ans ont le droit de détruire maintenant les forêts qui ont été plantées pendant 75 ans plus tôt. Donc difficilement, ça a pris. Nous pensons qu'avec vos concours, surtout vous les mass médias, avec vos concours, le citoyen lambda comprendra et, bon, la mayonnaise prendra. Non, on espère bien. Alors, on va revenir maintenant au sujet qui nous réunit, c'est la question de nos communes avec ces maires qui ont été portés à la tête de ces communes. Est-ce qu'il faut en attendre aujourd'hui? Vous conclurez qu'on est entré, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore pris fonction, mais on est entré pleinement dans ce processus, en tout cas dans cette phase d'une administration décentralisée? Oui, et vous savez, l'élection locale, c'est le fondement même de la décentralisation. Vous avez fait votre introduction en parlant de 32 ans, plutôt. Je dirais, c'est la toute première fois qu'il y a eu les élections locales multipartites au Togo. À l'époque, c'était l'époque du parti unique, parti État à un moment donné. Donc, on vous choisit comme conseiller. Or, la règle fondamentale en matière de décentralisation, ce n'est pas une question de choix. C'est une question d'élection. C'est une question d'élection. C'est vrai, on vous choisit, mais vous avez votre légitimité après être élu. Donc, si je me reprends, c'est la toute première fois qu'il y a eu les élections locales, multipartites. Donc, c'est une première expérience. Une fois sur vos antennes ici, je vous disais ceci, la décentralisation est un processus. À partir de cet instant, il ne cesse d'être construit. Quand on prend le cas de la France, ça a commencé depuis les années 1871 et ça a évolué. Alors, pas plus qu'il y a de cela 2 ans, il y a eu encore quelques modifications. Quand vous prenez par exemple la région Rhône-Alpes, qui est devenue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est des constructions, ce sont des processus. Alors, voilà, les élections locales ont eu lieu pour maintenant entériner la loi portant sur décentralisation. Les élus locaux sont aujourd'hui là, les conseils municipaux sont là, les maires ont été élus avec leurs adjoints et d'ici peu, il y aura les passations et le gros du travail maintenant va commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces élus locaux? Alors, avant d'aller sur ce champ-là, vous avez parlé de passation. Et vous avez suivi également l'actualité à ce niveau-là où le ministre demandait que soient faits les comptes de la gestion par les collectivités territoriales, enfin en tout cas, le nom est en train de m'échapper. Les présidents de délégation spéciales, voilà, qu'ils fassent les comptes. Beaucoup ont dit qu'il n'était pas dans les prérogatives du ministre de leur demander ça. Et vous savez, ceux qui l'ont dit sont des acteurs politiques.
Alors, sous l'angle d'acteurs politiques, ils sont dans leur rôle. Oui. Mais sous l'angle de techniciens, on ne peut pas faire une passation sans avoir le témoin financier. Oui. La logique aurait même été que les audits soient commandités. Parce que lorsque, en septembre 2001, si j'ai encore bonne souvenance, on nommait les on nommait les délégations spéciales, Oui. ces délégations spéciales avaient pour mission que pour 3 mois, renouvelables une seule fois. Alors, vous voyez, depuis septembre 2001, nous sommes actuellement en septembre 2019, vous voyez le nombre d'années. Ça fait 18 ans. 18 ans. Pour des organes qui étaient censés gérer une commune pendant 3 mois, renouvelables qu'une seule fois. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des communes qui embrassent autant de millions. Si nous prenons la commune de Lomé, Oui. qui embrasse autant de millions par semaine. Si vous prenez également au niveau des conseils de préfecture, qui embrassent également autant de millions, alors vous voulez qu'il y ait une passation sans rendre compte au peuple, puisque c'est l'argent du peuple. Oui, justement, est-ce que ça, cette manière de leur demander, c'est de rendre compte au peuple? C'est le ministre qui demande, juste l'État? Et vous savez, les délégations spéciales, comme les mairies ou les conseils municipaux à l'heure actuelle, au regard de la loi, sont sous la coupole ou la tutelle du ministère de l'administration territoriale. C'est pour cela que, au niveau local, le préfet joue le rôle de représentant du ministre. Oui. Donc, à partir de cet instant, le compte, au regard de la loi, ne peut être demandé que par le ministre de tutelle. Et c'est le ministre de l'administration territoriale. Alors, à mon avis, en tant que spécialiste en décentralisation, il est de son ressort de demander ces comptes-là. Mais pour quel but? Pour quelle finalité? Et logiquement, l'argent public du citoyen qui est mal géré, celui qui a mal géré cet argent doit être sanctionné. Ça, il doit, à l'issue des comptes, les présidents des délégations spéciales indélicats doivent rendre compte, ils doivent être sanctionnés. Donc la finalité, en principe, d'un audit, c'est de prendre des mesures correctives. À partir de cet instant, ils doivent payer. Et qu'est-ce que la loi prévoit? Au regard de la loi, ils doivent être punis. Voilà. C'est ce qui doit être. C'est ce qui doit logiquement être. Il faut des audits. Il faut, puisque c'est ça qui permet, après les 6 ans, au nouveau conseil municipal, au nouveau maire, de pouvoir aussi rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant les 6 ans de gestion. Mais là, en l'espèce, ce n'est pas un audit qu'on a commandité, c'est juste des comptes. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui rendent compte de leur gestion. C'est eux-mêmes qui rendent compte. Parce que moi, j'aurais souhaité que le ministre aille encore plus loin en demandant des audits. Vous m'excusez, je ne peux pas venir en tant que maire prendre une fonction de mon prédécesseur et endosser le passif. Le passif que je vais endosser, j'aurai des difficultés pendant les 6 ans de mon mandat à pouvoir atteindre les objectifs fixés. À partir de cet instant-là, il faut que ça soit clair. Il faut qu'au niveau des délibérations, puisque la question aussi qu'il faut se poser, est-ce que les présidents des délégations spéciales, au cours de les délibérations, rendaient compte au peuple? Est-ce que ces délibérations étaient faites publiquement? Voilà. Donc, à partir de cet instant, il est important et opportun que cela soit fait. Alors maintenant, je l'ai dit, le ministre n'a pas demandé un audit, mais des comptes. Est-ce que les nouveaux maires, eux, sont en droit de commanditer des audits? Et la logique le souhaite, parce qu'à leur arrivée, il faut faire un diagnostic. Et à l'issue du diagnostic, le résultat doit être lequel je suis venu prendre service. Je viens de prendre fonction. En prenant fonction, je prends fonction
sur la base de quoi? Alors, après la fin de ma fonction, je rendrai compte sur quelle base? Le passif, l'actif. Le passif étant celui laissé par mon prédécesseur, est-ce que je dois l'endosser? Alors j'arrive, je peux demander un audit. Voilà. Donc, c'est vrai, au niveau de la loi, cela, je n'ai pas vu la loi portant décentralisation nulle part où c'est écrit. Cependant, le conseil, le maire et ses adjoints peuvent, pour la transparence, demander cet audit, à mon avis. Juste à titre d'information, c'est ça? Pour lui-même, pour sa gouverne? Pour lui-même et pour sa gouverne et pour le peuple qui l'a mandaté. Parce que après, il fait un audit. Je pense que pour le moment, c'est le maire de la commune du Golfe 4 qui a dit clairement qu'il a l'intention de commanditer un audit sur la gestion qui a été faite là-bas. Il fait un audit et il constate par exemple qu'il y a un gros trou de je ne sais pas moi combien de millions. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pour cela qu'il y a le juge administratif. Et il transmet le dossier au juge administratif. Le citoyen peut même introduire un recours. La loi le prévoit, les textes le prévoient. À partir de cet instant, il saisit le juge administratif qui prendra les conséquences que cela révèle. Donc, ce n'est que normal qu'il demande cet audit-là. Alors, si on suppose que aujourd'hui, on sait que les communes qui existaient avant le découpage dernier, ces communes ont engagé, ces maires, enfin ces présidents de délégation spéciale ont engagé leurs communes sur des contrats parfois qui vont à 2023, 2024, 2025. Est-ce que la nouvelle administration communale peut remettre en cause ces choses? Et c'est pour cela qu'on parle de, logiquement, de la continuité dans la gestion. Vous voyez, en septembre 2001, quand on nommait les délégations spéciales, dont je viens de faire allusion ici par rapport au mandat, il y avait des engagements dont ils n'avaient pas le droit d'amener la commune à prendre. Il y avait des plafonds qui ne devraient pas dépasser. Mais le nombre d'années ayant été ce que nous avons vu, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont engagés, comme vous venez de le dire tantôt. À partir de cet instant-là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, vous allez laisser ce trou. Alors, voilà, les nouveaux maires arrivent. Les textes disent, vous n'avez pas à vous engager au-delà de... Je donne un exemple simple comme ça. Après 5 millions, vous n'avez pas le droit de vous engager. Et voilà, vous vous engagez au-delà de 5 millions. Ça alourdit le budget de la municipalité. Et il arrive. Faut-il continuer ou ne pas continuer? Quels sont les avantages de cet engagement au profit de la commune? À partir de l'instant où cet engagement, à mon avis, n'apporte pas grand-chose à la commune, il faut remettre en cause. Mais si cet engagement permet à la commune de tirer profit, vous ne pouvez que continuer au nom de la continuité dans la gestion de l'administration. D'accord. Alors, on va maintenant évoquer un peu le point même qui concerne ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire ces maires et leurs adjoints qui sont en place et qui vont désormais prendre en charge la gestion des affaires au niveau communal. Alors, question toute simple, Irénée Napo, pour faire de la pédagogie. C'est qui un maire? Le maire, c'est un élu au sein des conseillers municipaux. Vous voyez? Le maire, pourquoi je dis le maire, c'est un élu au sein des conseillers municipaux? Vous ne pouvez pas être là et automatiquement, comme vous dites, vous êtes maire. Il faut passer par un processus. Alors, vous dites quelque électif. Chose d'intéressant et moi, j'ai envie de vous poser une question là-dessus parce qu'on a eu un débat sur ce plateau et qui a fait même réagir un certain nombre de personnes.
Il y a des pays où, quand on fait les élections municipales, vous entendez en même temps, avant même, en pleine campagne, on vous dit, c'est tel qui sera le maire. Par exemple, si je prends à Istanbul, on savait déjà qu'Imamoglu allait devenir le maire. Ce n'est plus le conseil qui s'est après réuni pour le porter maire. Vous savez, en matière de décentralisation, c'est le législateur qui vote la loi. Qu'est-ce que la loi dit? C'est comme au niveau du Togo ici, nous avons entendu un peu partout ceux qui étaient tête de liste se dire « Ah, c'est moi le maire. » Non. Le mode de scrutin étant ce qu'il est, et la loi portant décentralisation de 2018, parce que la nouvelle loi est faite en 2019, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la documentation n'est pas encore là, disponible. Donc, si on se réfère à la loi de 2018, le maire, au niveau du Togo, ce que la décentralisation dit, la loi dit au niveau du Togo, le maire est élu au sein du conseil municipal. Et au sein du conseil municipal, vous voyez qu'il y a plusieurs partis politiques. Le maire est élu au bulletin secret. Ses adjoints également sont élus au bulletin secret au sein des élus locaux, donc au sein du conseil municipal. Donc le maire, c'est celui-là qui a été élu. En ce temps, ça devient maintenant un mode électif indirect, deuxième niveau. Le premier niveau étant celui-là que vous êtes allé faire, et le deuxième niveau étant celui-là que les conseillers municipaux ont fait. Donc le maire, c'est le représentant, entre guillemets, le chef de cabinet des élus locaux. Et à ce titre, le maire a une double casquette. Il est le patron des services administratifs au niveau communal. Voilà une première casquette. Et il est en même temps l'officier de l'état civil. La deuxième casquette, c'est lui le patron, entre guillemets, des élus locaux. Donc voilà la bipolarisation du rôle du maire. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Maintenant, un maire, il est élu, vous l'avez dit, il devient le patron un peu au niveau communal. Mais est-ce qu'il est le patron tout-puissant? Est-ce qu'il a un chef, le maire? Et au niveau municipal, au niveau de la mairie, il n'a pas un chef. Mais au niveau de son fonctionnement, il a un chef. Ça devient compliqué. Oui. Bon, pas tout à fait compliqué. Oui. Expliquez-nous en Je m'explique. Au niveau de son fonctionnement, comment se fait le contrôle? À partir du moment où le contrôle se fait, a priori, des actes que le maire pose, parler du contrôle de l'égalité. De l'égalité que le maire pose, il y a le préfet qui est là, qui a un regard. À partir de cet instant, c'est vrai, le préfet ne peut pas dire, monsieur le maire, venez ici me rendre compte, mais tout acte que le maire pose, le préfet étant à l'écart, ayant un regard, puisque c'est lui le représentant de l'autorité centrale, à partir de cet instant, quand il y a des actes qui sont inconformes à la légalité, le préfet saisit le juge administratif et automatiquement le juge administratif regarde la conformité et partant peut surseoir l'acte ou les actions que monsieur le maire est en train de poser. À partir de cet instant, vous voyez, il n'est pas son patron pour dire, voilà, ton bulletin de notes, amen, je vais te noter pour que tu grandisses d'échelon. Mais au même moment, il a un regard. Mais l'autre regard que moi je dirais qui constitue le patron du maire et de ses adjoints, c'est quoi? C'est vous, le citoyen. Les administrés. Les administrés. Vous constituez les patrons de monsieur le maire et de ses adjoints. Puisque à tout moment, lorsque ça ne va pas,
vous pouvez interpeller, vous pouvez les sanctionner, vous pouvez même introduire des recours de destitution. À partir de cet instant, l'Assemblée étant au-dessus, donc le citoyen étant au-dessus, je peux dire oui, le citoyen est le patron de monsieur le maire. Ouais. Vous voyez? Donc, quand vous prenez les textes, au regard de ce que je viens de décliner, vous allez voir automatiquement que le maire relevant du ministère de l'administration territoriale, ça vaut cela qu'on dit, et des collectivités locales, puisque la mairie, c'est un territoire, c'est une collectivité. À partir de cet instant-là, il est rattaché en termes d'organigramme au ministre de l'administration territoriale, qui est représenté au niveau local par monsieur le préfet. Donc voilà. En termes de programme, quel programme le maire exécute-t-il? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une configuration où on nous a dit UNIR a eu tel nombre de mairies, l'ANC a eu tel nombre de mairies, tel autre parti a eu tel nombre de mairies. Est-ce que ces maires, parce que étant de la coloration de leur parti, exécutent le programme de leur parti? Et logiquement, le programme qui doit être mis en place au niveau communal est du ressort des problèmes identifiés au niveau local. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand on veut faire un projet, il faut identifier quels sont les problèmes de la localité et que chaque localité ayant des problèmes spécifiques, il faut trouver des approches de solutions spécifiques. À partir de cet instant où vous avez eu le mandat de vos populations, vous ne pouvez que exécuter en termes de transformation des problèmes aux approches de solutions afin de satisfaire les besoins de vos administrés, entre guillemets, qui vous ont porté à la tête de ces municipalités-là. C'est fini, entre guillemets, les partis politiques. Nous ne sommes pas en train d'exécuter un plan national de développement. C'est pour cela que lorsque vous prenez le plan national de développement, au niveau communal, nous avons ce qu'on appelle les plans communaux de développement. Le plan communal de développement n'est qu'une partie du plan national de développement au niveau communal. Et vous allez voir, les mairies qui réussiront doivent prendre en compte les plans locaux de développement qui constituent l'émanation des citoyens au niveau de la base. Et c'est l'ensemble de ces plans, le plan communal de développement, le plan local de développement qui est l'émanation du citoyen, c'est leur articulation au niveau municipal qui va booster le développement local au niveau municipal. Donc, les programmes politiques sont mis de côté. C'est au niveau local, c'est pour satisfaire les besoins des citoyens qui vous ont porté à la tête de la municipalité. Alors, ceux qui disent, par exemple, que les maires dans leur commune doivent exécuter le PND au niveau communal, ils ont tort ou ils ont raison? Et je disais, le plan national de développement, pour chaque pays, nous on a étudié les plans nationaux de développement du Mali depuis 2004. Nous on a pris ça comme cas d'école à l'université à Lyon, au niveau du Burkina, en 2006. Donc, c'est comme ce qu'à l'époque, nous appelions les plans quinquennaux de développement. Le plan quinquennal, c'est-à-dire un pays doit avoir une vision. Donc, le PND au jour d'aujourd'hui que nous sommes en train de vanter sur tous les toits, ce n'est que normal. Un pays ne peut pas fonctionner sans une vision. Ça, c'est une vision
au niveau macro, au niveau national. Oui. Mais maintenant, il faut le décliner au niveau communal. Et la déclinaison au niveau communal prend l'aspect qui concerne, je prends l'exemple de la commune Bassar 1, l'aspect qui doit concerner le plan communal de développement au niveau de Bassar 1, quand il va prendre le PND, il voit par rapport aux réalités, au contexte de la commune Bassar 1, quels sont les éléments qui nous conviennent pour que nous puissions le traduire en action. Voilà comment ça doit se faire. On ne peut pas prendre le plan national de développement. Le mot national doit vous dire quelque chose. Oui. Le plan communal de développement, le mot communal doit vous dire quelque chose. Donc à partir de cet instant-là, quand on dit, il y a les mairies qui vont utiliser le plan national de développement, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. D'accord. Alors, autre chose, est-ce qu'il est possible pour le maire de se dire, on sait qu'il y a des possibilités de jumelage, mais de se dire, bon, telle ville de tel autre pays, je trouve cela intéressant, je veux faire un jumelage avec. Il peut prendre cette décision de lui-même? Enfin, le conseil, je veux dire. Voilà. Vous savez, en matière de coopération décentralisée, le mot jumelage, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, que M. Jacques Broussard, c'est lui qui a trouvé après les guerres, la guerre de 45, 39-45, a trouvé qu'il fallait apporter un appui aux pays qui étaient dévastés. Et au niveau de la France, tout de suite, ils ont pensé à cette logique et le mot jumelage a vu le jour. Ça a évolué avec la loi de 1982 avec le feu président Mitterrand, l'acte 2 de la décentralisation en France. Le mot jumelage a évolué jusqu'à prendre le terme en 2003, le terme de coopération décentralisée. Alors, si vous prenez le guide de la coopération décentralisée, vous verrez tout ça. Pour qu'il y ait coopération décentralisée ou revenir sur l'ancienne appellation mot jumelage, il y a plusieurs façons. Vous êtes allé étudier, je donne un exemple comme ça, en France, à Lyon, et vous avez tissé des relations. Vous êtes de Nankin. Vous rentrez, vous allez, vous voyez le maire, vous posez le problème. Ah, j'ai tissé des relations, je voudrais que cela prenne forme. Le maire maintenant devient le témoin des relations que vous avez enclenchées. Mais le protocole de signature que nous appelons la convention ne peut se faire qu'avec l'aval du ministre de l'administration territoriale et des collectivités. Parce que vous ne pourrez pas transformer cela en action pour que ça aille dans le sens contraire de la coopération bilatérale entre le Togo et la France. Vous voyez? Donc, le premier aspect, voilà, c'est vous qui êtes allé étudier et vous avez trouvé ce témoin pour que ça devienne forme. Le conseil municipal peut se réunir et dire comment allons-nous faire pour développer notre commune. Nous savons qu'au niveau de la commune B, ils ont ça et ça et ça. Au niveau national, vous allez entendre, on va parler de l'intercommunalité. Mais au niveau international ou sous-régional ou continental, ça rentre dans ce que nous appelons les coopérations décentralisées ou les jumelages. Alors le conseil municipal peut, de par les relations d'un des membres de ce conseil municipal ou du maire ou de ses adjoints, enclencher une coopération décentralisée. Voilà un deuxième aspect. Un troisième aspect, c'est des partenaires qui arrivent en tant que touristes, trouvent votre commune attrayante et se disent, écoutez, monsieur le maire, nous sommes arrivés, vous nous avez bien accueillis.
nous souhaiterions mettre en jumelage, en coopération décentralisée, ma commune d'origine avec la vôtre. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'Association internationale des maires francophones, qui se réunit souvent. Au sein de cette Association internationale des maires francophones, vous pouvez enclencher la recherche des coopérations décentralisées. Donc voilà les différentes approches qui peuvent permettre à asseoir une coopération décentralisée au sein d'une municipalité. Donc, en tout état de cause, vous ne faites rien sans l'aval du préfet et du ministre. Quand vous enclenchez, parce que ça nécessite la signature de protocole. Oui. La signature de protocole. Imaginez si vous le faites et vous contournez le préfet, le ministre. Oh, vous êtes allé tisser une coopération, vous m'excusez, entre guillemets, avec un État, une commune voyou qui vend les armes. Et vous trouvez qu'au sein de votre commune, vous voyez. Donc il faut que l'État ait son regard de contrôle. Quand les termes sont clairs, l'État, le ministre de l'administration, n'a pas à s'opposer, puisque c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de la commune. À partir de cet instant, il observe, et il y a des manquements, il vous dit non, ajoutez ça, ajoutez ça. C'est pour cela qu'au sein des municipalités, il y a ce qu'on appelle les techniciens. Le rôle des techniciens, c'est de voir comment ils peuvent accompagner le maire, ses adjoints, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner un conseil municipal. Alors, il y a 2 jours, en discussion avec quelqu'un, il disait qu'avec les élections municipales qu'on a eues, le chef de l'État togolais va pouvoir dormir tranquille. Parce que quand il y a un petit problème, avant tout le monde disait c'est le président. Aujourd'hui, on va accuser les maires, c'est ça? Pour n'importe quoi, enfin pour tout. Et vous savez, l'unité de gestion étant communale, l'unité domestique étant la famille, la famille étant sur un territoire, le territoire étant communal, logiquement, au regard des attributions transférées, l'exécutif devrait se reposer, puisqu'il y a des attributions qui sont transférées au niveau communal. Et partant de ces attributions, oui, c'est vrai, le président de la République, en principe, devrait se retrouver au repos. Si les conseils municipaux, les mairies font effectivement le travail qu'il fallait. Parce que quand vous prenez au niveau éducatif, de par les attributions, en dehors des programmes qui sont du ressort du ministre de l'Éducation nationale ou du ministre des Enseignements primaires et secondaires, la construction des classes, c'est du ressort de la municipalité. Voilà un petit exemple. À partir de cet instant, l'eau, c'est confié aux municipalités. L'électrification, c'est confié aux municipalités. Donc, la décentralisation, c'est quoi? C'est rapprocher le citoyen des services sociaux. À partir de l'instant où il y a eu ce transfert de rapprochement des services sociaux aux citoyens, l'exécutif, en principe, devait se retrouver au repos. Alors, très concrètement, aujourd'hui, quel problème au niveau communal n'est pas du ressort du maire? Et quand vous prenez les affaires étrangères, ce n'est pas du ressort du maire. Quand bien même, les coopérations décentralisées, Nord-Sud, peuvent voir le jour. Ce n'est pas du ressort du maire. Quand vous prenez la défense nationale... Bon, ça, c'est des domaines beaucoup plus nationaux. Oui. Maintenant, quand nous venons au niveau communal, c'est-à-dire quand dans notre commune, je veux parler par exemple de la délégation de compétences et tout, le lycée a un problème. Est-ce que c'est le maire? Oui.
à l'espèce actuellement. Oui. Quand vous prenez le cas de la France, par exemple, ce que nous appelons la carte scolaire, logiquement, les mairies doivent désormais être en mesure d'avoir ce qu'on appelle la carte scolaire. Quel est le rôle de la carte scolaire? La carte scolaire permet de savoir que dans la commune A ou dans la commune Bassar 1, au cours de l'année, parce qu'il faudrait avoir ce qu'on appelle le fichier central de natalité, il peut y avoir une école dans cette commune. Je donne des exemples comme ça. Dans cette commune. Donc, tout de suite, vous allez voir que l'effectif qui est requis est de 45 élèves au CP1. Et voilà que l'année passée, on trouve 34 élèves. Or, la règle voudrait que ça soit 45 élèves. Le maire doit être en mesure de transférer les élèves là dans une autre école pour que l'effectif de 45 élèves soit respecté. Donc, au niveau de la France, il y a cette traçabilité, cette carte qu'on appelle la carte scolaire, et cette carte scolaire est suivie par le maire. Donc, automatiquement, au niveau du lycée, il y a un problème qui concerne la municipalité, je dirais, le problème de manque d'eau, le problème d'électricité, le problème, par exemple, des installations ou équipements sportifs. Le maire doit être saisi. C'est pour cela que, au niveau local, par rapport aux taxations, les taxes, c'est le maire qui fixe, le conseil qui arrête la fixation de ce qui est imposable. C'est pour cela que le citoyen doit payer ce qui est imposable. C'est pour cela que le maire doit exécuter le programme. C'est pour cela que lorsque le programme est établi, il doit être validé et connu et au su du citoyen à la base. Et à partir de cet instant-là, vous voyez que obligatoirement, il doit rendre compte. Alors, s'il y a un problème, il doit être saisi. C'est pour cela que c'est imposable. Donc, voilà. Alors, vous avez évoqué, par exemple, clairement la question de la France sur la carte scolaire, par exemple. Mais chez nous, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se pose comme problème au niveau communal, il faut regarder maintenant le maire? Oui. Oui. Dans le ressort des compétences qui lui sont transférées. C'est justement ça le sens de ma question. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les compétences dans tous les domaines, à part tout ce qui est au niveau national, dans tous les domaines? Dans tous les domaines, il a compétence. Tout de suite, il y a une route qui est gâtée. Oui. Il y a des nids de poules. C'est le maire. C'est le maire. Dans le ressort territorial de son domaine de compétence. Domaine de compétence, là, pas en tant que attribution, mais domaine de compétence en tant que territoire. Alors, une route dont il y a les nids de poules, c'est le maire. Un cours d'eau dont il y a les crocodiles qui, de temps à autre, avalent ou tuent les enfants. Vous ne pouvez pas vous lever, prendre votre fusil de chasse, vos massues, aller tuer ce crocodile. Sans l'aval de monsieur le maire, il doit être au courant. Et c'est eux maintenant qui prennent des dispositions qu'il faut pour trouver la solution par rapport à ce cours d'eau qu'il faut. Cet aspect de notre émission devient très intéressant. Malheureusement, notre temps il est vraiment parti. Et alors, tout cela, est-ce que ça s'accompagne aujourd'hui d'une délégation financière? Oui. Il y a un fonds, il y a un dispositif en termes de fonds qui est pris en compte par la loi. Quand vous percevez les fonds, c'est pour cela qu'on dit avec autonomie financière. Oui. Vous percevez les taxes, vous les envoyez au Trésor public. Le Trésor public, sur la base d'une péréquation,
vous redistribue ou vous retourne sur cette base de péréquation le montant qu'il faut pour la gestion de votre commune. Une péréquation décidée par l'autorité centrale. Par le centre, par l'État. Oui. Alors, il y a une question auquel j'avais pensé que vous devrez poser, vous n'avez pas posé, c'était par rapport à la fonction du maire, de ses adjoints et des conseillers. Est-ce que c'est payant? Bon, je ne l'ai pas posé parce que je connais la réponse. Bon. On a énormément parlé là-dessus. Voilà. Malheureusement, il est parti terminé. Oui. Donc, c'est pour vous dire que, à partir de cet instant-là, le fonds retourné du trésor public au conseil municipal, automatiquement permet au conseil municipal de fonctionner comme cela se doit. Vous savez, c'est le conseil municipal qui vote le budget. Oui. C'est le conseil municipal qui vote également le budget de fonctionnement du maire et de ses adjoints. Puisque le maire a pour obligation de recruter les fonctionnaires municipaux et payer ces fonctionnaires municipaux. Il y a la police municipale qui est également là. Donc, à partir de cet instant, le maire ne peut pas se permettre de recruter sans l'aval du conseil, sans un budget voté par le conseil municipal. Donc, oui, il y a un fonds mis à disposition par l'État pour accompagner le fonctionnement au niveau municipal. Irénée Napou, nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Ça passe très vite. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous remercier et pour tout cet effort et cet accompagnement que vous faites en matière de décentralisation pour que nos communes puissent enfin se sentir des communes gérées dans le sens positif, contrairement aux délégations spéciales, et comme cela se fut de par le passé. Nous aurons amplement le temps de revenir dans d'autres émissions sur cela parce que le sujet il est tellement dense et nos téléspectateurs ont envie de comprendre au fond ce nouveau processus dans lequel on est engagé. Eh bien voilà, c'est la fin de Le Monde en 7 de ce samedi. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On est encore ensemble le samedi prochain.